Comment allons-nous traverser ça? La dernière chose qu'il ait jamais dite était une question. Personne au camp de base ne connaissait la réponse. Personne ne la saura jamais. Nous étions le 17 octobre 2011 et 3 hommes étaient en grande difficulté à 6400 mètres d'altitude sur la face sud de l'Annapurna, au Népal. L'un d'eux s'attendait à mourir dans les montagnes. Un autre a failli perdre la vie exactement au même endroit. Mais ils sont revenus ici pour une raison touchante. Alors qu'ils descendaient, la température continuait de baisser en dessous de zéro. Le vent hurlait. L'un d'eux a posé une question glaçante à la radio, puis le silence. 10 jours plus tard, un hélicoptère de secours passerait exactement à cet endroit et il ne trouverait rien. Il ne s'y attendait pas car ces alpinistes de l'Annapurna étaient déjà morts. Et tout le monde le savait. Bienvenue dans l'extrême. Au début du mois d'octobre 2011, une petite équipe de 3 alpinistes coréens est arrivée au camp de base de l'Annapurna 1. Situé à environ 4100 mètres d'altitude, ce camp rocheux et désolé se trouvait au pied de la face sud de la montagne. À partir d'ici, au cours des jours suivants, les alpinistes ont commencé à s'acclimater, attendant un ciel dégagé, alors qu'ils prévoyaient de marquer l'histoire en gravissant directement la montagne la plus mortelle de l'Himalaya. Parmi les alpinistes blottis dans les tentes du camp de base se trouvait Park Young-suk. Park avait 47 ans et avait passé la majeure partie de 3 décennies à accomplir dans les montagnes des choses que la plupart des gens considéreraient comme impossibles. Il a atteint le sommet de l'Everest pour la première fois en 1993. En 2001, il avait gravi les 14 sommets du monde de plus de 8000 mètres, devenant ainsi la 8e personne de l'histoire et le premier Coréen à accomplir cet exploit. L'année suivante, il a atteint le plus haut sommet de chaque continent. Puis, en 2004, il a atteint le pôle sud à ski sans assistance, tirant lui-même sa luge pendant 44 jours sans ravitaillement ni aide extérieure. Et le 1er mai 2005, 15 mois plus tard, il a atteint sur le pôle Nord à ski depuis le côté canadien, à nouveau sans assistance. Ce jour-là, il est devenu la première et la seule personne de l'histoire à avoir accompli tout cela. Il a qualifié cela de grand chelem d'explorateur. Personne n'a réussi à égaler cela depuis. Mais sous tout cela, il y avait quelque chose de précis qui le poussait depuis 2007. Cette année-là, Park était sur la face sud-ouest de l'Everest avec une équipe de jeunes alpinistes coréens installant des cordes sur une nouvelle voie. Lee Hyun-jo et Hee-jun, 2 des jeunes alpinistes les plus prometteurs de Corée, tous deux formés par Park, se trouvaient au camp 4 à 7 1700 mètres lorsque la première avalanche sérieuse de cette expédition a dévalé la face. La tente était là un instant et disparut l'instant d'après. Les 2 hommes ont été tués sur le coup. Park s'est isolé pendant des mois. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il ne marchait plus. C'était tout à fait compréhensible. N'importe quel entraîneur, coach ou professeur comprendrait cela. Après des mois de deuil, Park est revenu avec une annonce publique. Il allait terminer l'itinéraire pour les alpinistes décédés. Il l'a fait au printemps 2009 sur ce que les journaux d'alpinisme coréens appellent désormais la voie coréenne de Park. C'était la dernière grande nouvelle voie établie sur l'Everest à cette époque. Bien que ce fût vraiment un exploit historique, cela l'a surtout sorti de l'ombre et l'a poussé à aller de l'avant. Parce que, en tant qu'alpiniste, la voie coréenne de Park était déjà de l'histoire ancienne pour cette star de l'escalade en 2011. Il ne voulait pas se complaire dans la gloire du passé. Non, il regardait toujours vers l'avenir. Il s'est demandé, que pourrait-il conquérir ensuite? Quel serait le défi le plus difficile? Alors, il a décidé de s'attaquer à l'énigme d'escalade la plus mortelle de l'époque, la face sud de l'Annapurna. Maintenant, l'Annapurna 1 est, de toutes les façons, l'une des montagnes de 8000 mètres les plus dangereuses de la planète. Elle culmine à 8091 mètres, et au moment où Park est arrivé en octobre 2011, le record du sommet était d'environ 191 ascensions réussies et 61 décès. En d'autres termes, pour chaque 3 alpinistes ayant atteint le sommet, un était mort en essayant. Imaginez si une personne sur 3 qui a pris l'autoroute ce matin ne rentrait pas chez elle. Pour mettre cela en perspective,
Le ratio de l'Everest sur toute son histoire est d'environ une mort pour 30 sommets atteints. L'Annapurna était littéralement 10 fois plus mortelle. Cette montagne n'est pas à prendre à la légère. Park était bien conscient de ses dangers. En fait, il avait déjà gravi l'Annapurna 15 ans plus tôt, en 1996. Il n'était pas là que pour atteindre le sommet, mais aussi pour marquer l'histoire. Park prévoyait de gravir l'Annapurna par sa face sud. Et regardez, même si j'ai déjà dit que cette montagne n'est pas à prendre à la légère, la face sud mérite à elle seule un avertissement particulier. La face sud de l'Annapurna, c'est environ 3000 mètres de roches presque verticales, de glace, de séracs suspendus et de couloirs. Elle domine le sanctuaire de l'Annapurna comme un mur et son architecture excelle dans un domaine en particulier. Elle canalise tout ce qui se détache du sommet, que ce soit des roches, de la glace ou de la neige, directement sur les voies d'ascension et sur quiconque s'y trouve. Nulle part où se cacher ni d'arête vers laquelle se déporter. Une fois engagé sur cet itinéraire, il faut soit atteindre le sommet, soit revenir sur ses pas pour en sortir. L'itinéraire précis que Park voulait gravir passait en plein centre de ce champ de tir et son histoire était terrifiante. Une expédition britannique en 1970 sur la face sud a perdu des alpinistes. En 1992, l'alpiniste français Pierre Béguin, considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, a tenté exactement cet itinéraire. Il a été forcé de battre en retraite, son ancrage a cédé et il a fait une chute mortelle. En 2007, le Suisse Ueli Steck, véritable machine de vitesse, a tenté l'ascension. Il a été frappé à la tête par une pierre tombante, assommé, et a chuté de 300 mètres le long de la paroi. Il a tout juste réussi à survivre. Park lui-même avait vu de ses propres yeux à quel point cette montagne était dangereuse. Un an plus tôt, en 2010, Park et 2 autres alpinistes ont tenté cette voie. Ils étaient en train de monter lorsqu'un rocher de la taille d'un homme est descendu de la paroi et a percuté son coéquipier, obligeant à une évacuation d'urgence. C'était l'historique de la voie que Park tentait de gravir en octobre 2011. L'échec était bien plus probable que la réussite. Tous les alpinistes sérieux du monde entier le savaient. La Fédération alpine coréenne le savait. Park, qui avait étudié toutes les grandes tentatives sur la face sud, le savait mieux que quiconque. En fait, avant de partir, il a dit ceci. « Je suis de plus en plus susceptible de mourir. Je vis chaque jour avec un cœur reconnaissant. » Mais un alpiniste qui se pose n'est plus un alpiniste. Si un tigre perd sa sauvagerie, est-ce toujours un tigre ? Je suis né avec la chance d'un explorateur, alors je pense que j'explorerai et grimperai des montagnes jusqu'au jour de ma mort. Or, Park n'était pas suicidaire. Il ne prévoyait pas de mettre fin à ses jours sur la montagne. Après tout, c'était un homme de 47 ans avec une femme et un fils adolescent chez lui à Séoul. En fait, il avait aussi parlé lors d'interviews de lever le pied, de prendre soin des jeunes alpinistes et de se concentrer sur ses responsabilités en tant que personnalité publique et chef de fondation. Juste une dernière grande aventure, pensait-il. Il pourrait enfin prendre sa retraite et profiter de la vie qu'il a construite. Mais alors que le public entendait parler de retraite, ceux qui connaissaient vraiment Park n'y croyaient pas une seconde. Park voulait être là pour sa famille, oui, mais on n'achète pas un billet pour la voie la plus mortelle et encore inexplorée de l'Himalaya et on n'utilise certainement pas la stratégie d'escalade que Park prévoyait d'utiliser. Mais nous en parlerons plus en détail plus tard. Park n'essayait pas cette voie historique tout seul. Abrités dans les tentes à ses côtés se trouvaient 2 hommes dont les choix et la loyauté allaient lier leur destin d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Ces 2 hommes avec Park n'avaient pas été choisis au hasard. C'étaient les mêmes 2 hommes qui avaient été sur sa corde avec lui sur l'Everest en 2009 et qui avaient tenté cette voie avec lui en 2010. Kang Ki-suk avait 33 ans, originaire d'Andong dans la province du Gyeongsang du Nord, l'aîné de 2 fils et d'une fille. Il est entré à l'Université nationale d'Andong en 1997, a rejoint le club d'alpinisme et a commencé à s'entraîner régulièrement sur le mont Bukhansan, la montagne de granit qui domine Séoul, avant de se lancer dans l'Himalaya. En 2004, il dirigeait des expéditions étudiantes au Denali et explorait les régions montagneuses de l'ouest de la Chine.
Après avoir obtenu son diplôme en génie mécanique en 2006, il a rejoint l'équipe Godwin Korea Alpine Challenge et s'est consacré à plein temps à l'alpinisme. La même année, lors de sa première tentative sur la face sud du Lhotse, un bloc de roche l'a frappé et l'a forcé à retourner au camp de base. Il s'est reposé pendant 2 semaines, a réessayé et a réussi à atteindre le dernier camp avant le sommet, avant que les conditions ne l'obligent à faire demi-tour. En 2008, sa première tentative de l'Everest s'est terminée par des engelures au-dessus du camp 4. Il a aussi abandonné cette tentative de sommet, est revenu l'année suivante, et s'est retrouvé au sommet en passant par la voie coréenne de Park. Chez les alpinistes coréens, il était réputé pour sa discrétion et sa façon de grimper très fort. Kang était dessus lorsqu'un rocher de la taille d'un homme l'a frappé si fort qu'il s'est déchiré un tendon au genou. Il a dû être transporté en hélicoptère à Katmandou, puis rapatrié en Corée pour une opération. Et maintenant, moins de 12 mois plus tard, il était de retour au pied de la même paroi. Si un rocher m'arrachait un tendon du genou et que je devais être évacué en hélicoptère d'une montagne, je choisirais sûrement un autre passe-temps. Mais Kang était de retour en moins de 12 mois. À côté de Kang se trouvait Shin Dong-min, son partenaire d'escalade habituel depuis 2008. Dans le monde de l'escalade, Shin est un peu comme un fantôme. Il n'était pas célèbre, il ne donnait pas d'interview tape à l'œil et il n'a presque laissé aucune trace dans la presse spécialisée. Mais, en alpinisme, on est jugé par la corde à laquelle on s'encorde. Shin était le partenaire le plus fiable de Park. Il a participé à la première tentative d'ascension de la voie coréenne de Park sur l'Everest en mai 2009 et à la tentative sur l'Annapurna en 2010. C'était le professionnel discret et ultra compétent qui accomplissait simplement le travail brutal et terrifiant dans la zone de la mort parce que Park le lui demandait. C'était une équipe parfaitement rodée et éprouvée au combat. Les 3 hommes avaient tous atteint le sommet de l'Everest ensemble en 2009 par une nouvelle voie d'une difficulté brutale. Ils savaient comment chacun réagissait sous une pression extrême. Et alors qu'ils étaient assis au camp de base, ils étaient déterminés à atteindre le sommet quoi qu'il arrive. Pour comprendre pourquoi ils tenaient tant à prendre un risque aussi inimaginable, il faut comprendre la culture de l'alpinisme sud-coréen, véritable cocotte-minute sous pression, la Corée du Sud étant très tard dans le jeu himalayen avec une génération de retard sur les Européens. Mais portés par des sponsors d'entreprises géantes et une immense fierté nationale, ils sont devenus les plus grands collectionneurs rapides de sommets de 8000 mètres. Les alpinistes étaient traités comme des héros nationaux, leurs ascensions diffusées aux informations en prime time, ce qui est bien, je suppose. Qui n'aime pas un peu de fierté nationale ? La pression des sponsors était immense. Sans gravir les montagnes les plus difficiles et mortelles, impossible d'obtenir un financement. Et sans financement, tu dois en gros dire adieu à l'alpinisme. Cela a créé une mentalité du sommet ou la mort chez les alpinistes. Le système récompensait la prise de risques extrêmes par la célébrité et condamnait les alpinistes prudents et conservateurs à l'anonymat. Et cela a eu un lourd tribut. Entre 1990 et 2011, plus de 60 alpinistes sud-coréens sont morts dans l'Himalaya. Maintenant, je ne dis pas que Park était une victime de ce système. Il était trop intelligent, trop expérimenté et trop conscient de lui-même pour ça. Mais il en était aussi un produit. Il grimpait en portant les fantômes de ses amis et l'Annapurna était la prochaine frontière à conquérir. Avant de partir pour l'Annapurna en 2011, il a dit à la presse coréenne « Je ne rentrerai pas simplement chez moi comme la dernière fois. J'atteindrai le sommet, peu importe le temps que cela prendra. » C'était l'état d'esprit de l'homme qui est arrivé au camp de base en 2011. Il savait d'une certaine manière ce que tout fan des Eagles sait. Il y a des endroits que l'on ne quitte jamais vraiment. Pour cette tentative, l'équipe de Park n'utilisait pas les tactiques d'alpinisme traditionnelles courantes parmi les expéditions coréennes de cette époque. Ils adoptaient le style alpin. Si vous n'êtes pas alpiniste, cette distinction peut sembler technique, mais elle change complètement la façon de calculer les risques. Laissez-moi vous expliquer rapidement. En style expédition traditionnelle, une grande équipe passe des semaines à installer des cordes sur la montagne, à approvisionner les camps en nourriture et en oxygène, construisant une sorte d'échafaudage jusqu'au sommet. Au moment où l'équipe de sommet tente l'ascension finale, il y a des filets de sécurité avec des cordes fixes, des camps où se replier et des grimpeurs de soutien positionnés plus bas. Le style alpin enlève tout cela.
2 ou 3 personnes portent tout sur leur dos et s'engagent du camp de base jusqu'au sommet en une seule fois, sans infrastructure ni possibilité de repli. Si le temps change à 6400 mètres, il n'y a aucun camp où se réfugier. Si quelqu'un se blesse au-dessus du champ de glace inférieur, aucune équipe de soutien ne les suit à 1 heure d'intervalle. La marge d'erreur est proche de 0. L'idée, c'est qu'une petite équipe rapide passe moins de temps exposée aux dangers objectifs comme les zones de chute de pierres actives et les couloirs d'avalanche. Ici, la vitesse, c'est la marge de sécurité. En gros, tu paries ta vie sur le fait que tu peux grimper 3000 mètres de paroi verticale plus vite que la montagne ne peut te lâcher un rocher sur la tête. Cette décision allait les hanter plus tard, mais on en reparlera après. Park avait une raison supplémentaire à ce choix, outre la vitesse. Il voulait faire passer un message. En 2011, il essayait activement de faire évoluer l'alpinisme coréen, de son image de machine à planter des drapeaux et à collectionner les sommets, vers celle d'un pays qui crée de nouvelles voies d'escalade avec de petites équipes et sans raccourcis. Quelque chose que la communauté internationale serait obligée de prendre au sérieux. La voix coréenne de l'Everest en 2009 avait lancé cette conversation. L'Annapurna était censée la conclure. Le 17 octobre, les 3 hommes ont quitté le camp de base et au début, tout s'est déroulé exactement comme prévu. La face sud était coopérative. Ils avancèrent rapidement et grimpaient léger, progressant de plus en plus haut dans l'entonnoir raide de la face sud. Pendant 1 jour et demi, ils ont progressé en plein vide, avançant à une vitesse incroyable. Dans l'après-midi du 18 octobre, ils avaient atteint environ 6400 mètres profondément engagés dans la section technique de l'itinéraire, ayant dépassé les parties inférieures et pénétré dans le système de couloirs qui s'étendait entre les 2 grands piliers de la face. C'est cette section qui avait arrêté Pierre en 1992. C'est à peu près à cet endroit que Steck avait été assommé et avait chuté. Et c'est là que tout a mal tourné. Voyez-vous, il y a encore une chose que je n'ai pas mentionnée à propos de la face sud de l'Annapurna. La météo. L'Himalaya a 2 saisons d'alpinisme. Le printemps, avant que la mousson d'été n'arrive et n'engloutisse les montagnes sous la neige et les tempêtes violentes, et l'automne, après le retrait de la mousson lorsque le ciel se stabilise brièvement avant l'arrivée de l'hiver. Octobre est tard dans la saison post-mousson. Ce qui se passe, c'est que la mousson d'été a déjà déversé d'énormes quantités de neige et qu'à la fin octobre, les vents ont balayé la face ou tassé la neige, réduisant ainsi considérablement le risque d'une avalanche massive. Encore plus important, le froid extrême et mordant de la fin de l'automne fige les rochers instables en place et agit comme une colle temporaire pour stopper les chutes de pierres constantes et mortelles qui font la réputation de la face sud. C'est la raison pour laquelle Park a choisi cette période. En fait, toutes les tentatives sérieuses en style alpin sur la face sud ont eu lieu en octobre. Le seul problème, c'est que cette période n'est qu'une moyenne, pas une garantie. Et l'Annapurna se trouve dans une position qui en fait l'une des montagnes les plus sensibles à la météo de toute la chaîne de l'Himalaya. Fin octobre, la fenêtre entre un ciel dégagé et une tempête catastrophique est extrêmement étroite. Des tempêtes peuvent frapper la montagne sans avertir. Cette équipe avait misé leur vie sur le fait que le temps d'octobre tiendrait juste assez longtemps pour qu'ils puissent grimper la paroi et redescendre. Mais cette montagne en avait décidé autrement. Alors que Park et les autres alpinistes se trouvaient à 6400 mètres s'enfonçant plus profondément dans le système de couloirs supérieurs, une tempête a soudainement balayé le ciel de l'Annapurna sans prévenir. Le vent s'est levé le long de la face supérieure et puis la chose qu'ils avaient justement choisi de grimper tard dans la saison pour éviter a commencé à se produire malgré tout. La paroi au-dessus d'eux a commencé à lâcher des pierres. Et comme ils étaient profondément engagés dans cette section technique massive sans aucun endroit où se cacher, tout ce qui se détachait à cause de la tempête commençait à pleuvoir directement sur eux. Et souvenez-vous, ils avaient choisi l'escalade en style alpin. Il n'y avait pas de candeuse où se cacher. Aucune corde de sécurité n'était disponible pour une descente rapide. Ils étaient piégés dans la zone de la mort, en pleine tempête de neige, sur une paroi presque verticale qui s'effritait littéralement au-dessus d'eux. Park et les autres ont entamé une lutte désespérée pour leur survie. Je ne peux qu'imaginer la terreur absolue que les 3 hommes ont ressentie à ce moment-là, essayant de descendre un paysage étranger de parois abruptes et de crevasses sans fond, tout en essuyant de lourdes chutes de pierres venant du sommet de la montagne.
Mais Park avait déjà vécu pire. En 1991, lors de sa toute première tentative de l'Everest, il a fait une chute de 150 mètres sur la face sud-ouest. Il a heurté la montagne, a continué de tomber, puis s'est arrêté. Il s'en est sorti indemne. Il est revenu 2 ans après et a atteint le sommet. En 2007, il a vu 2 de ses partenaires d'escalade les plus proches mourir sur l'Everest et il n'a pas abandonné. C'était un homme qui avait été mis à l'épreuve par les montagnes toute sa vie d'adulte et qui avait toujours trouvé un moyen de s'en sortir. S'il y avait bien quelqu'un qui avait l'expérience, l'instinct et la volonté pure de réussir une descente désespérée dans ces conditions, c'était Park Yong-sul. Et l'équipe le savait. Park était l'incarnation même d'un homme qui refusait de rester au tapis. Chaque fois que la montagne essayait de l'achever, il se relevait. Il pensait que cette fois-ci, ce serait pareil. Aux alentours de 16 heures, le 18 octobre, Park a actionné sa radio et a appelé le camp de base. Selon tous les témoignages, sa voix était calme. Il a signalé que le temps avait changé, qu'un important éboulement de pierres dévalait la paroi vers eux et qu'il redescendait. Puis, il s'est arrêté et a demandé « Comment on traverse ça ?» Personne au camp de base ne savait ce qu'il regardait ni à qui il parlait. Ils ne voyaient pas la paroi d'où ils étaient. Ils ignoraient s'ils parlaient d'un couloir débouli, d'une section de glace ou d'une crevasse apparue sur l'itinéraire en dessous. Ce qu'ils ont entendu, c'était Park Yong-sok, un homme qui avait passé 30 ans à résoudre exactement ce genre de problème, regarder quelque chose en descendant et ne pas savoir quoi faire. C'était la dernière chose qu'il a dite. Puis le silence. Le camp de base a rappelé immédiatement. Aucune réponse. Ils ont rappelé. Rien. Ils ont continué à appeler toute la soirée, pendant la nuit et jusqu'au matin suivant. Toujours rien. Lorsqu'un alpiniste se tait sur une montagne de l'Himalaya, la réaction habituelle est l'espoir. Mais quand un alpiniste se tait sur l'Annapurna, on s'attend au pire. Le lendemain matin, 2 membres de l'équipe du camp de base étaient déjà montés jusqu'au pied de la paroi d'où Park, Kang et Shin étaient de partis. Et ce qu'ils ont trouvé a scellé leur sort à leurs yeux. L'endroit où leur camp avancé avait été installé avait été complètement balayé par une avalanche. À toute fin utile, ils savaient que ces 3 hommes étaient probablement déjà morts. La Fédération alpine coréenne avait un hélicoptère sous contrat à Katmandou. Il était en vol dès le 20 octobre. Depuis les airs, l'équipe de recherche a aperçu ce qui semblait être l'une des cordes de l'équipe. Au cours des 8 jours suivants, une équipe combinée de 5 alpinistes coréens et de 14 Sherpas a minutieusement fouillé le pied de la face sud et les crevasses à sa base. Ils ont ciblé cette zone précise grâce à l'observation aérienne, espérant que la corde les mènerait jusqu'aux alpinistes. Et au début, ils étaient en perplexe. Il n'y avait aucun corps au pied de la paroi et aucun équipement éparpillé sur le glacier. On aurait dit que les alpinistes avaient disparu avec leur équipement. Mais qu'est-ce qui se passait, bon sang? Petit détour rapide. Tous les mois, une histoire ne paraît jamais sur YouTube. C'est là si tu la veux. Patreon, lien ci-dessous. Alors, où en étions-nous? Le seul indice était la corde vue plutôt par l'hélicoptère. Mais quand ils sont arrivés sur place, ce qu'ils ont trouvé n'a rassuré personne. La corde qu'ils cherchaient était partiellement enfouie sous près de 4 mètres de neige. Pire encore, elle avait été sectionnée. Une corde coupée en montagne, c'est une histoire bien triste. Quand on trouve une corde coupée nette comme ça, cela signifie l'une de 2 choses. Soit un morceau de roche s'est détaché de la paroi au-dessus, avec assez de force pour trancher du nylon tressé, ce qui demande un impact qu'aucun corps humain ne peut survivre. Soit une avalanche est passée avec une telle violence que la corde a simplement été rompue par le poids et la vitesse de tout ce qui bougeait en même temps. Cela signifie que la chute de cette paroi n'a pas seulement déséquilibré ces hommes. Ils n'ont pas eu la moindre chance de réagir, de s'arrêter eux-mêmes, de planter un piolet et de s'accrocher. Cela a frappé avec une force telle que tout s'est terminé instantanément et complètement. C'est pourquoi les recherches n'ont rien trouvé d'autre. Une telle force prouve qu'ils n'ont pas atterri près d'ici. Ils ont été emportés profondément dans les crevasses et les fissures de la face sud, probablement poussés dans des endroits qu'une recherche de 10 jours avec 14 Sherpas et un hélicoptère ne peut pas atteindre. Les alpinistes,
était définitivement mort et l'équipe de recherche le savait. Ainsi, le 28 octobre, 10 jours après que Park ait posé cette question à la radio, la Fédération alpine coréenne a suspendu les recherches. Même si, par miracle, ils avaient survécu à la chute, ils n'avaient emporté que 4 jours de nourriture dans leur sac. 10 jours dans la zone de la mort sans abri, sans provision ni corde fixe, c'est littéralement impossible d'y survivre. Park, ainsi que Kang, Ki-sok et Shin Dong-min ont été officiellement déclarés morts. Il avait 47 ans. Le 3 novembre 2011, la Fédération alpine coréenne a organisé des funérailles conjointes pour les alpinistes à la salle funéraire de l'hôpital de l'Université nationale de Séoul. C'était la première fois que la fédération organisait une cérémonie commune pour une expédition. Plus de 4000 personnes en deuil ont défilé. L'épouse de Park et son fils adolescent, Seong-min, étaient à l'avant de la salle. Pendant la cérémonie, les mots mêmes de Park étaient affichés sur un écran. Les alpinistes doivent aller en montagne. Les explorateurs doivent partir explorer. Les villes ne conviennent pas aux grimpeurs. J'ai le destin d'un explorateur. Mon destin est d'explorer jusqu'à ma mort. Et c'est ce qu'il a fait. Park Yong-seok a délibérément choisi de gravir la face sud de l'Annapurna en sachant parfaitement ce que cela pouvait lui coûter. Mais sur l'Everest, les personnes qui meurent n'ont pas toujours ce choix. Les Sherpas sont envoyés dans la zone de la mort par un système commercial qui considère les plus grands alpinistes de la montagne comme totalement jetables. Et cela nous amène à notre prochaine histoire.